Bonjour, bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Nelly Merly, je ne m'appelle pas Régis Comartin, comme c'est écrit au-dessous de la visio. Je suis là pour vous présenter la deuxième session de Construire la ville sur la ville, donc pourquoi se tourner vers la réhabilitation. Je suis très heureuse de vous voir nombreux aujourd'hui. Quelques petites informations techniques sur ce webinaire. Je vous demande de couper vos micros. Vous pourrez poser des questions dans l'espace Q et R. Nous y répondrons à la fin du webinaire ou pendant le chat si nous pouvons le faire. Et vous pourrez revisionner en replay ce webinaire parce que nous vous enverrons un mail avec le lien. Je vais vous présenter nos intervenants. Donc, Olivier Denis, avocat associé gérant du cabinet Rivière. Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour Olivier. Pour ça, je vais vous appeler Régis si vous vous trompez. Hein. Je pense que je vais être punie. Et Cédric Vermus, qui est avocat aussi au cabinet Rivière. Bonjour Cédric. Bonjour. Je vais démarrer par présenter la structure que je dirige. Donc, moi, je suis directrice de la société Good Property, qui est la société de commercialisation du groupe M Capital. Nous avons lancé cette société il y a 3 ans. On est spécialisé dans la commercialisation d'immobilier résidentiel neuf et réhabilité en France, destiné aux conseillers en gestion de patrimoine. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans leur étude de marché, l'ingénierie des grilles de prix, le marketing, la vente et le suivi des dossiers. On est spécialisé dans la mini-résidence, c'était notre désir. On avait envie de faire une société de commercialisation un petit peu différente pour proposer des produits qui se différencient par leur équilibre en termes de prestations, de prix et surtout des emplacements pertinents. C'est pour ça que j'étayerai un petit peu les dires de nos experts sur l'aspect commercial et l'aspect de nos investisseurs, de pourquoi investir dans la réhabilitation. Hop. Je vais laisser maintenant la parole à nos experts sur les différentes fiscalités qui nous sont offertes sur les investissements en réhabilitation. Merci Nelly. Donc, nous allons évoquer les opérations immobilières avec effet de levier fiscal. Donc, essentiellement, on parle effectivement de la réhabilitation d'immeubles anciens. Donc, on a vu lors de la précédente formation de mardi dernier les différentes étapes qui étaient nécessaires à la construction de ces projets. Bien entendu, si vous souhaitez, on peut y revenir dessus, soit sous forme de questions, soit vous avez nos coordonnées qui vous ont été communiquées. N'hésitez pas à nous contacter sur ces sujets. Donc, l'effet de levier fiscal sur les opérations immobilières de restauration est très important. Les conseillers en gestion de patrimoine, et Nelly le confirmera, ont une habitude de présenter un dossier de telle sorte qu'un tiers de l'investissement aujourd'hui est financé par l'effet de levier fiscal. Le second tiers est financé par le locataire et le dernier tiers, effectivement, représente l'effort d'épargne de notre investisseur. D'où l'importance sur cet effet de levier fiscal qui représente plus d'un tiers souvent de l'opération et de l'investissement du client, de bénéficier d'une garantie fiscale et d'être accompagné par un cabinet d'avocats spécialisé sur ces sujets de restauration immobilière. Donc, les objectifs de la présentation vont être de se poser les bonnes questions afin de savoir quel est le potentiel fiscal d'un immeuble. Exactement. Les impacts fiscaux. Donc, on peut avoir un impact fiscal soit en amont, soit en aval. En amont, on va parler de réduction d'assiette. Et moi, je m'attacherai à faire la présentation sur la réduction d'assiette. En aval, ce sera la réduction d'impôt. Et Cédric s'attachera, lui, à effectivement faire la réduction d'impôt, la présentation sur le Pinel, le Malraux et le Pinel optimisé au déficit foncier. Donc, le cœur du sujet pour moi, ça sera le déficit foncier. Mais préalablement, je laisse Cédric vous présenter les incidences du prélèvement à la source. Oui, bonjour à tous. Du coup, effectivement, juste un petit mot rapide sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Alors, aujourd'hui, c'est plus aussi récent qu'il y a encore quelques temps. Une fois qu'on a dit ça, on a enfoncé les portes ouvertes. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas encore forcément tous les réflexes sur cette nouvelle modalité de paiement de l'impôt. En synthèse, les réductions d'impôt, les dispositifs de réduction d'impôt, ils conservent tout leur intérêt. Parce qu'on est certes prélevé à la source via des acomptes sur le compte là en cours d'année, mais mine de rien, si on fait un investissement cette année, on aura bien le remboursement l'année prochaine.
Par contre, là où ça prend du sens, c'est surtout sur les dispositifs justement de réduction d'assiette, parce que ces dispositifs vont permettre de diminuer le revenu imposable. À partir de là, en cours d'année, on peut prendre attache avec l'administration fiscale pour dire attention, mon revenu imposable, il sera plus de X, il sera de X moins le montant de mon investissement. Et je demande immédiatement à ce que le montant de mon taux de prélèvement à la source ou le montant de mon acompte soit diminué. Ce qui veut dire que autant auparavant, on avait plutôt tendance à attendre la fin d'année pour réaliser les investissements, pour un peu limiter, on va dire, le décalage entre l'effort de trésorerie et l'impact fiscal qu'on avait nécessairement l'année suivante. Autant maintenant, au temps du prélèvement à la source, on a tout intérêt à réaliser les investissements dès le début de l'année. Et parce que plus on va le faire tôt dans l'année, plus on va pouvoir demander la modulation tôt dans l'année du prélèvement à la source, et donc moins on va faire l'effort d'épargne tout au long de l'année. D'ailleurs, commercialement, moi, j'arrive à voir qu'aujourd'hui, sur ces 20 dernières années, donc là, juste quand les prélèvements à la source ont démarré, il n'y a plus de saisonnalité. Oui. Avant, les investissements se faisaient en septembre, quand on avait le dernier tiers qui arrivait, c'était panique à bord et il fallait investir. Aujourd'hui, les investisseurs se posent la question toute l'année. Aujourd'hui, il n'y a plus de saisonnalité, à part la saison estivale où là, effectivement, on n'a plus vraiment la tête à investir. Mais aujourd'hui, on investit en janvier, en février. Vraiment, c'est beaucoup plus linéaire qu'avant. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. Du coup, voilà, juste à titre liminaire, c'était simplement, effectivement, pour attirer votre attention là-dessus. Les réductions d'impôts, ça maintient, enfin, tout l'intérêt est maintenu, et la réduction d'assiette, on a tout intérêt à le faire plutôt en début d'année, mais du coup, ça vient un peu gommer cet effet de saisonnalité, et à la limite, c'est pertinent de le faire tout au long de l'année. Donc, je reprends la main sur les dispositifs de réduction d'assiette. Ils sont au nombre de deux. Il s'agit du déficit foncier et du super déficit foncier, qui est le monument historique. Donc, les déficits fonciers sont fortement taxés. Aujourd'hui, ils sont taxés aux prélèvements sociaux et au taux marginal d'imposition. Pour certains de nos clients contribuables, ils sont taxés donc jusqu'à 62,2%. Ce qui veut dire que lorsque mon investisseur va réaliser une opération de restauration immobilière et qui va investir 100 € de travaux, 62,2% dans certains cas lui seront payés par l'État. D'où l'intérêt effectivement de cet effet de levier fiscal dans ces opérations de réhabilitation. Sur le détail, pardon, allez-y. Est-ce qu'on peut dire que c'est le revenu le plus taxé? Oui, on peut dire que c'est le revenu le plus taxé. Les clients qui ont souvent des revenus fonciers ont l'impression d'avoir un loyer ou des recettes annuelles de l'ordre de 30 000 € et ils considèrent quasiment que ces 30 000 € pour eux, c'est du bénéfice. Or, quand ils ont tout supporté, que ce soit les taxes foncières, les différents impôts liés à l'appartement, les assurances, les différentes charges du syndicat, des copropriétés, il va rester l'imposition, prélèvements sociaux, taux marginal d'imposition. Donc, c'est quasiment confiscatoire si je veux reprendre certains termes. Donc, c'est très fort. Et les clients historiques que vous, promoteurs, vous avez, parce que vous avez fait par le passé du Pinel, qui est un système qui leur procure des recettes locatives, aujourd'hui, ces clients, vous pouvez les séduire avec le déficit foncier. Le loyer qu'il encaisse sur son opération Pinel, peut-être c'est 5 000 € annuels de résultat net, sont quand même taxés. Prélèvements sociaux 17,2%, son taux marginal d'imposition, même si c'est un contribuable moyen à 30%, ça fait 47,2%, c'est-à-dire la moitié de son loyer est prélevé par l'État. S'il s'engage dans une opération de restauration immobilière de déficit foncier, lesquelles sont relativement simples à monter et lesquelles appréhendent le plus grand panel d'immeubles qu'il existe en France, eh bien, aujourd'hui, vous pouvez lui faire économiser ces 3 000 € d'impôts qui lui sont prélevés sur ses revenus fonciers. Donc, les revenus fonciers positifs sont fortement taxés. Il y a des mécanismes qui permettent effectivement d'écraser ces revenus fonciers positifs. C'est les travaux dans le cadre des opérations de restauration immobilière. De surcroît, je ne suis pas soumis au plafonnement des globales des niches fiscales qui limite à 10 000 € ma réduction d'impôt. Et compte tenu dans la mesure où je suis en comptabilité de caisse, c'est l'année où je décaisse que je profite de mon effet fiscal. Je m'engage dans une opération en 2021. C'est-à-dire que c'est dès que je vais avoir décaissé les fonds en 2021 que je vais pouvoir bénéficier de cette imputation sur mon revenu de ces 10 700 € et d'écraser également mes prélèvements sociaux. Et si je combine ça avec le prélèvement à la source, je peux, dès le mois de janvier de l'année, bénéficier de l'économie d'impôt parce que j'ai modulé à la baisse mon taux de prélèvement sans avoir complètement réalisé mon opération. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc sur le déficit foncier, très peu d'obligations. La première, c'est location nue
pendant les 3 ans qui suivent la dernière imputation sur le revenu global. Je fais une opération en déficit foncier, je trouve une très belle propriété en bord de mer, je fais une opération de déficit foncier pendant 3 ans, je fais mes travaux, pendant 3 ans, je le loue nu, je peux très bien par la suite l'occuper en résidence secondaire. J'ai rempli mes obligations vis-à-vis de l'État et l'État vient de me payer plus de la moitié de mes travaux. Une condition relative aux biens, aujourd'hui, quasiment tous les immeubles sont éligibles au déficit foncier. Voilà. Il suffit que l'immeuble soit à usage d'habitation et tous mes travaux que je vais réaliser, bien entendu, je parle d'un immeuble bâti qui quand même n'est pas en ruine. Donc, je pars d'un immeuble qui est à usage d'habitation. Tous les travaux que je vais réaliser, entretien, réparation, amélioration, ceux qui vont apporter des éléments de confort nouveaux, seront déductibles. Le seul difficulté que j'ai en déficit foncier, c'est au niveau des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, effectivement, que je ne peux pas traiter en déficit foncier. Mais compte tenu de ces travaux, s'ils sont de telle nature, c'est toute l'opération qui ne sera pas éligible au déficit foncier parce que je serai plutôt dans une opération de neuf. Un exemple rapide, et je laisserai après la parole à Nelly pour présenter son opération de déficit foncier. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que sur un contribuable qui n'a que 20 000 € de revenus fonciers positifs, avec une TMI qui est quand même importante, s'il engage 50 000 € de travaux, je vous invite à vous reporter à la dernière ligne du tableau, ces 50 000 € de travaux qu'il va engager ont un effet de levier fiscal de l'ordre de 29 260 €, soit près de 60%. C'est ce chiffre qu'il faut retenir. 60% de mes travaux, compte tenu du profil de son contribuable, vont lui être réglés par l'État. Ce qui est quand même très, 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 très fort. Moi, j'avais une petite question. Tout à l'heure, sur la slide, il y a écrit que, évidemment, c'est incompatible avec la VIR, avec ça. Ce qui veut dire, au niveau pratico-pratique, qui est une question qui m'est souvent, très, 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 très souvent posée par les promoteurs, ça veut dire que donc, pas besoin d'obtention de GFA. Alors, vous n'êtes ni en VIR ni en VFA, donc même si vous êtes en secteur protégé, il n'y a pas d'obligation d'avoir une garantie financière d'achèvement. La question va se poser sur le montage de l'opération. Si je ne suis pas en VIR ou en VFA, il faut que j'ai un porteur du foncier qui soit différent de la personne qui demain va être amenée à l'acte de construire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir 2 structures, une structure qui porte le foncier et une structure qui fait les travaux. Mais je crois savoir que chez vous avez des porteurs de foncier. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Il faut savoir que chez M Capital, vous avez cette spécialisation également d'aider à financer les opérations et de faire des opérations de marchand de biens. Oui, on sait le faire. Et j'allais dire, pour être plus précis, au-delà d'avoir 2 structures, c'est surtout 2 acteurs qu'il faut. Parce que 2 structures du même groupe, ça ne fonctionne pas. Et ça, on le sait, c'est la question qu'on nous pose régulièrement. Oui, c'est… Il faut vraiment un acteur qui porte le foncier, qui le revend à la découpe et en fait qui sort de l'opération, donc qui n'a fait que le portage et la mise en copropriété de l'immeuble, et qui soit différent de l'acteur qui, derrière, réalise les travaux. Donc, d'où l'intérêt, enfin, ce genre encore une fois, je vais enfoncer certainement une porte ouverte pour nous, mais c'est important parce que les promoteurs que j'ai souvent au téléphone me posent ce genre de questions. On est d'accord que sur le montage d'une opération déficit foncier, on est obligé d'avoir une constitution d'ASL. Oui. Et il est indispensable d'être accompagné par un cabinet d'avocats. Oui. Je crois. vous le confirme. Je vous le confirme parce que sur ces sujets aujourd'hui, l'administration fiscale est de plus en plus demandeuse d'informations. Je vous rappelle que lorsqu'on déclare, on ne produit plus aucun justificatif. Donc, tout est dématérialisé. Vous remplissez des chiffres dans une déclaration face à votre ordinateur. Et régulièrement, l'administration fiscale, dans la mesure où on ne produit aucune pièce justificative au moment de la déclaration, lance des campagnes de demande d'information. Et c'est informatisé. Donc, ils vont prendre tout un secteur. Tiens, on va interroger tous les gens qui ont déclaré du déficit foncier au titre de l'année 2018 ou 2019. D'accord. Non, mais on est d'accord. Et moi, en ce qui concerne la suite, commercialement, les clients, investisseurs, je ne pense pas que ce soit que les miens, je pense que ce sont ceux de tout le monde, sont très demandeurs de sécurité. Et c'est vrai que sur des opérations en déficit foncier, ils sont très demandeurs d'informations. Comme il y a 2 entreprises, ils sont toujours un petit peu perdus. Mais c'est un montage d'opération qui est très intéressant pour les investisseurs, effectivement, qui ont des revenus fonciers positifs.
ce sont des investissements qui ne sont pas fréquents, c'est-à-dire qui ne sont pas communs, ce n'est pas le commun des mortels qui fait ce genre d'investissement. Donc, c'est une niche même d'investisseurs, une niche de conseillers en gestion de patrimoine qui proposent ce genre de produits. On a commercialisé avec Good Property en 2018 une toute petite opération de 9 logements qui se trouve à Bayonne, avec un opérateur de la Côte Basque, qui est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui a fait un immeuble absolument magnifique, avec des prestations dignes d'une Malraux, donc avec de très belles prestations, avec 60% de travaux. Il est évident que si on décide de faire un immeuble en déficit foncier, il faut que les travaux prennent une place importante dans l'investissement global que l'investisseur va faire. Au-dessous de 50%, les investisseurs n'y vont pas. Donc, quand on est au-delà de 55-60%, les investisseurs s'y intéressent et nous, on a des conseillers en gestion de patrimoine qui vendent ce genre de produits et qui en sont très friands. C'est bon pour vous, on continue? Oui, on peut. Alors, le monument historique, c'est la Rolls de la défiscalisation. C'est un super déficit foncier. C'est un super déficit foncier. Je me suis pas attardé très longuement sur l'imputation sur le revenu global du déficit foncier qui est plafonné à 10 700 €. Au cas d'espèce, lorsque je suis sur un monument historique, je n'ai plus cette imputation de 10 700 €, ce plafond de 10 700 €, cette barrière sur l'imputation sur mon revenu global. Sommairement, j'ai un contribuable qui a 300 000 € de revenu global, c'est ses traitements et salaires, c'est ses bénéfices agricoles, c'est ses BNC, c'est tout ce que vous voulez. Il engage 200 000 € de dépenses de travaux sur une opération qui est monument historique. Il ne sera plus imposé que sur la différence 300 000 moins 200 000 € sur 100 000 €. Donc, c'est l'impact le plus important, le plus fort et le plus rapide qu'un contribuable peut avoir sur une opération de restauration immobilière. Ce n'est pas non plus soumis au plafonnement global des niches fiscales. On a également cet impact fiscal à l'année du décaissement. Je reviens, bien entendu, et j'insiste sur le prélèvement à la source. J'ai décidé en janvier 2022, au cours de l'année 2022, que je vais faire une opération au monument historique. J'ai trouvé un opérateur qui est en train de monter une opération au monument historique. Dès le mois de janvier 2022, je peux demander à mon centre des impôts de réduire le montant de mon acompte. Admettons que je parte sur les chiffres que je vous ai donnés, qui sont un peu forts, 300 000 € de revenu global, 200 000 € d'investissement au monument historique. Donc, je vais faire une économie potentiellement de 70 000 € d'impôt sur le revenu, à minima. Et bien, ces 70 000 € d'impôt sur le revenu, à partir du moment où j'ai décidé de m'engager sur l'opération en janvier 2022, et je vais pouvoir en bénéficier très rapidement. En termes de trésorerie, c'est des sommes que je n'aurai pas à décaisser dans le cadre de mon prélèvement mensuel. Donc, j'ai un impact fiscal. L'année de décaissement, ça c'est très important, ça permet de gommer un excédent de revenus. Et bien entendu, c'est comme le déficit foncier, c'est incompatible avec la VIR et la VFA. Donc, l'impact fiscal, c'est le plus rapide, le plus fort. Les conditions de mise en location, elles sont les mêmes que sur le déficit foncier. Je dois louer nu pendant les 3 ans qui suivent la dernière imputation sur mon revenu global. Les conditions relatives aux biens, là, bien entendu, elles sont plus restrictives. Je ne peux pas m'intéresser à tous les bâtiments. Je ne peux m'intéresser qu'aux bâtiments qui sont inscrits ou protégés au titre des monuments historiques. Pas besoin que l'inscription ou la protection vise 100% de l'immeuble. Il suffit que la protection que les éléments qui sont précisés dans l'arrêté de classement visent la protection de l'ensemble architectural. Donc, 75% de mon programme doit être affecté à l'habitation dans les 2 ans qui suivent la division ou la préparation du dossier. Location nue, on l'a vu pendant les 3 ans. Et dernière obligation, je dois conserver mon bien pendant 15 ans à compter de son acquisition. Ce qui veut dire concrètement, je trouve ce produit monument historique, je l'achète, je réalise mes travaux que j'impute sur mon revenu global, je le mets en location, j'ai qu'une obligation de location qui est relativement courte de 3 ans. Par contre, j'ai une obligation de détention de 15 ans. Pour les travaux, c'est toujours pareil, c'est du déficit foncier, donc je reviens à mes travaux d'entretien, réparation, amélioration qui sont déductibles uniquement. Un exemple chiffré pour reprendre ces grandes lignes. Et là,
mon contribuable qui a 150 000 € de travaux, dernière ligne de ce tableau, je vous épargne le mécanisme du monument historique. Si vous souhaitez, on pourra revenir après la présentation sur ces sujets-là. Là, il a un impact fiscal de l'ordre de 48,23%. Près de la moitié de mes travaux, une fois de plus, sont supportés par l'économie d'impôt. C'est l'effet de levier fiscal qui est très, très important. Moi, si j'ai quelque chose, je vais abonder évidemment sur le monument historique. Ce n'est pas des produits que Good Property fait parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps à vérifier les opérateurs et qu'il y a des opérateurs qui sont très bons dans le monument historique. Je peux en citer un, qui est Histoire et Patrimoine, qui sont des gens que j'aime beaucoup. Le travail est très bien fait. Donc, moi, je ne fais pas cette fiscalité. C'est une fiscalité. Pardon ? Non, rien. Ce sont des investisseurs qui sont plutôt des gros investisseurs, hein, donc plutôt avec des CSP++. Donc moi, je n'ai pas d'exemple concret à donner sur des commercialisations que j'ai faites sur les monuments historiques parce que c'est vraiment quelque chose de très, très précis et une vraie spécialité. C'est tout aussi précis que l'est le déficit foncier. Je veux dire, aujourd'hui, la nature des travaux est très importante. Le monument historique va simplement rajouter comme condition, effectivement, la protection du bâtiment. Voilà, de quelle manière il est protégé. En termes de montage de l'opération, c'est le même mécanisme. Il faudra bien entendu passer par un marchand de biens qui n'ait pas de lien direct ou indirect avec la personne qui va réaliser les travaux. Mais oui, c'est des opérations qui s'intéressent plus à des contribuables fortement fiscalisés, mais c'est des opérations emblématiques à mener pour un promoteur dans sa région. Bien sûr. Et ça se vend très bien et très vite parce que des belles opérations sont rares. Donc, ouais, c'est vrai que commercialement, par contre, ça fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, au cabinet, on va lancer, via des partenaires, 2 opérations ou plusieurs opérations, j'en ai 2 en mémoire, en tête. Donc, c'est une à Nice ou au plein centre-ville de Nice, très proche du front de mer. C'est un ancien palais qui va être monument historique, qui va être divisé en logements et qui est déjà en habitation. Une autre proche de Lyon, pareil, où c'est un ancien couvent qui va être réhabilité, quoi. Et c'est des opérations qui sont sublimes. C'est des opérations qui ont un cachet remarquable. Après, tous les bâtiments classés monuments historiques n'ont pas de cachet non plus. Et souvent, on a des bâtiments qui sont classés parce qu'ils ont un ancien site industriel. On est sur Saint-Étienne, sur une opération où c'est un ancien site industriel. Le bâtiment, il n'a rien d'extraordinaire en toute franchise. Il y a une belle histoire. Mais il y a une belle histoire. Il y a une belle histoire. Voilà. Allez, on continue avec les dispositions de réduction d'impôt. Oui. Cédric, à toi de travailler. Je prends le relais. Alors du coup, effectivement, jusque-là, on a vu les réductions d'assiette avec un effet de levier fiscal qui est à la fois très intéressant, mais qui dépend, on va dire, de la situation propre de l'investisseur, parce qu'en fait, c'est son revenu imposable qu'on diminue, donc ça dépend justement de la manière dont son revenu est fiscalisé. L'avantage étant que, encore une fois, déficit foncier, en termes de prospection foncière, tous les immeubles potentiellement, enfin, sous certains réserves, mais en tout cas une grande majorité, sont éligibles. Monument historique, on est sur une dimension de protection de l'immeuble. Là, maintenant, on va parler des réductions d'impôts. On va plus être, en termes de prospection foncière, sur des problématiques de zonage. Donc, en premier lieu, la réduction de Pinel optimisée au déficit foncier. On est sur la même réduction de Pinel que dans le neuf, donc 12, 18 ou 21%, selon qu'on prend un engagement location 6, 9, 12 ans, avec les taux dégressifs à partir de 2022. Vous connaissez a priori ça très bien, sauf que dans l'ancien, cette réduction d'impôt Pinel, non seulement elle va pouvoir être transposée et s'appliquer, mais en plus on va pouvoir ce qu'on appelle l'optimiser au déficit foncier. L'idée étant de dire il y a certaines catégories de travaux qui vont rentrer dans l'avantage Pinel et d'autres travaux qui, eux, n'iront pas dans le Pinel, mais on les passera en déficit foncier. Ce qui veut dire que sur ce type d'investissement, l'investisseur, en fait de compte, il va pouvoir valoriser fiscalement l'intégralité de justement son investissement. Parce que le prix du foncier plus une partie des travaux va rentrer dans l'assiette Pinel et l'autre partie des travaux va passer en déficit foncier. Donc l'idée aussi, c'est de dire qu'on ne sera plus forcément limité par ces plafonds de 300 000 € ou 5 500 € du mètre carré, parce que justement, on va les apprécier que sur l'avantage Pinel et on ne va pas prendre en compte les travaux en déficit foncier.
Donc, l'impact fiscal, on va passer rapidement parce que c'est, en ce qui concerne la partie Pinel, c'est exactement le même que dans le 9. Ici, on est évidemment sur les problématiques de zonage. Il faut être en zone A, bis, A ou B1, sauf en région Bretagne. Il y a une expérimentation qui est en cours. On est sur des carreaux ou des iris. Et donc, l'assiette, c'est le coût d'acquisition, plus les frais, plus les travaux éligibles. Le taux de réduction d'impôt, pour poursuivre, effectivement, il sera dégressif à partir de 2023. Donc, en 2023-2024, ça, c'est voté. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis. En revanche, ce taux dégressif, il ne s'appliquera pas dans deux situations. Soit lorsqu'on sera sur des logements qui sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, et on vous a mis le lien, on a un site officiel qui permet justement de cibler, de repérer ces quartiers. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et deuxième hypothèse, pour l'instant, on n'a pas le détail, mais on attend un décret, c'est-à-dire que certaines opérations, si elles atteignent un certain niveau de performance énergétique, a priori, on sera essentiellement sur la performance énergétique, alors pourront continuer de bénéficier des taux de réduction d'impôt actuels et ne pas être concernés par la dégressivité de ces taux. Oui, il demanderait certainement un peu plus que la RE 2020. Oui. Ou 2020, je ne sais pas, parce que normalement, ça, la RE 2020, c'est plus dans le 9. La transposée à l'ancien, déjà, c'est… La transposée à l'ancien, c'est déjà un défi. Ouais. Très bien. Nous, c'est pour ça qu'à Good Property, nous lançons une nouvelle gamme qui va être les produits Good and Green. Donc, on a établi une grille de critères que l'on donne aux promoteurs et sur lesquels on fait évoluer les projets qu'on étudie pour essayer de les faire évoluer en termes de performance. De toute façon, c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, c'est une certitude, c'est qu'une question de temps avant que justement on généralise justement ces considérations de verdissement de la construction. Oui, et ce sera bien parce que on améliorera certainement les circuits qui vont permettre de réduire les coûts. Enfin, ce serait bien de généraliser les choses. Et vous aurez un effet immédiat sur le taux de TVA applicable à l'opération. Dans l'ancien, on est sur un taux réduit d'ores et déjà à 10% qui est acquis la plupart du temps. Mais dans la mesure où vous avez amélioré les performances énergétiques du bâtiment, on pourra prétendre également une TVA à taux réduit à 5,5% et non à 10%, et ce qui n'est pas neutre. Et ça ne s'applique pas uniquement aux travaux en tant que tels de performance énergétique, c'est-à-dire ça ne s'applique pas uniquement au changement de ma menuiserie, dans la mesure où je vais répondre en installant une menuiserie qui a les bons Kelvin watts demandés par le législateur, ça sera également les travaux induits. Les travaux induits, c'est les travaux qui sont nécessaires à la dépose de la menuiserie, à la repose de la nouvelle menuiserie. Ça peut inclure une partie du placo et de la peinture de la pièce. Et je vais aller plus loin, c'est pareil pour les éléments de chauffage. À partir du moment où je vais changer les radiateurs, je vais peut-être devoir changer l'alimentation, toute une partie de l'électricité, effectivement, bénéficiera également de ce TVA à taux réduit à 5,5%. D'accord. Et sans compter en plus les différentes primes que nous avions évoquées mardi dernier, ma prime rénov, les certificats d'énergie, tous ces éléments concourent à améliorer la rentabilité de l'opération avec un peu d'administratif. Que des bonnes nouvelles. Du coup, pour poursuivre, effectivement, sur les conditions de mise en location, là, on va passer très rapidement parce que ce sont exactement les mêmes que pour le Pinel 9. Oui, on peut dire… Je vous en prie. On peut dire que c'est quand même destiné à un large panel de locataires. Oui. Ce qui facilite les mises en location. Et généralement, aussi, quand on fait les calculs, je fais juste une petite parenthèse, sur le plafond de loyer, effectivement, alors, dans les grandes métropoles, effectivement, ça ne tourne pas. Par contre, quand on est sur du A ou du B1 à 12,95 ou 10,44, ça peut paraître faible, mais une fois qu'on applique le coefficient de pondération, donc qui permet de le majorer jusqu'à 120%, voilà, on n'est quand même pas très loin des loyers de marché. C'est vrai. C'est vrai, à part pour les micro-surfaces ou les très grandes. Mais ce n'est pas vraiment le panel des lots qu'on vend en investissement. Ouais. On continue? Du coup, pour poursuivre, le Pinel dans l'ancien, on a deux portes d'entrée. Soit on est en transformation, soit en réhabilitation. Transformation, très simplement, on était sur des locaux qui n'étaient pas à usage d'habitation, qu'on va rendre à usage d'habitation.
réhabilitation, on était sur des locaux à usage d'habitation qu'on va maintenir à usage d'habitation. Dans le Pinel réhabilité, ce qui est important, vu qu'on était déjà sur l'habitation, qu'on maintient à usage d'habitation, c'est les certificats de décence. C'est-à-dire que plus précisément, il faut faire établir des certificats de non-décence avant travaux qui doivent constater qu'un certain nombre de critères ne sont pas remplis, et après travaux, refaire des certificats cette fois-ci de décence qui vont constater que tous justement les différents critères sont remplis. Ce qui veut dire qu'en termes de montage d'opération, il faut quand même l'appréhender, on va dire, dès l'origine, et avant le commencement des travaux, et ainsi de suite. Prendre une opération en cours de route pour dire est-ce qu'on ne peut pas la passer en Pinel réhabilité, c'est compliqué. Maintenant, quand on arrive, on va dire, suffisamment en amont du dossier, ce n'est pas compliqué en soi de le monter à partir du moment où on a le bon process, on est un peu rigoureux sur le déroulé. Donc, 2 portes d'entrée, soit la transformation, soit la réhabilitation, et dans les 2 cas, post-travaux, il faut qu'on atteigne un certain niveau de performance énergétique, c'est-à-dire soit on obtient un label HPE Rénovation 2009 ou BBC Rénovation 2009, soit on atteint un certain niveau, encore une fois, de performance énergétique sur au moins 2 des 4 critères que sont l'isolation de la toiture ou les murs extérieurs, les fenêtres, le système de chauffage ou le système de production de chaude sanitaire. Tout ça, ça se travaille un peu en amont du dossier avec l'architecte et le DET thermique. Mais pareil, à partir du moment où on atteint suffisamment tôt dans le dossier, il n'y a rien d'insurmontable. Il suffit de, en gros, cocher les bonnes cases. Ce qui veut dire qu'un immeuble qui est dans une zone A bis ou B1, 95% des cas, soit c'était l'habitation, on pourra le passer en Pinel réhabilité, soit c'était pas l'habitation, on passera en Pinel transformé. Et avec, dans les 2 cas, une possibilité d'optimisation des déficit foncier. L'optimisation des déficits fonciers, justement, ça va nous permettre de toucher, on va dire, 2 profils qui ont été différents. Les investisseurs qui ont déjà des gros revenus fonciers, il vaut mieux les positionner sur les opérations intégralement en déficit foncier, mais parfois on peut cumuler sur une même opération plusieurs régimes fiscaux, de dire, voilà, l'investisseur aura soit faire du Pinel optimisé parce qu'on sera en réhabilité, soit faire du déficit foncier sur le même lot, il faut juste qu'il choisisse au moment où il achète. Mais quoi qu'il en soit, s'il a des gros revenus fonciers, il vaut mieux qu'il passe en déficit foncier. Je parle d'un point de vue strictement fiscal, d'économie d'impôt. Maintenant, l'optimisation des déficits fonciers, faire un Pinel optimisé au déficit foncier, ça vous permet de toucher soit les gens qui ont des revenus fonciers, mais pas suffisamment pour faire une opération exclusivement en revenus fonciers. Donc, c'est l'investisseur qui a juste acheté un petit T1 ou un petit T2, du coup, ou un Pinel neuf, typiquement, et qui a moins de 10 000 € de revenus fonciers net par an. Soit justement des investisseurs qui n'ont pas encore de revenus fonciers. Parce que l'idée, ça va être de dire, on va leur faire verser la quote-part déficit foncier sur les premières années de l'opération. Comme ça, ils vont pouvoir un peu imputer sur leur revenu global, ils vont quand même avoir un petit effet fiscal immédiat. Mais surtout, ces versements, en fait, vont constituer des déficits fonciers reportables qui vont pouvoir neutraliser leurs revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc l'idée, c'est de dire, pendant les 2 années de travaux, tu verses une partie en déficit foncier, comme ça tu diminues tout de suite un peu ton revenu global. À la livraison, tu as ton avantage Pinel, et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, selon le montant du loyer et le montant des travaux, et en fait, tes revenus fonciers ne seront pas fiscalisés. Donc commercialement, c'est vrai que généralement, c'est des opérations qui se commercialisent bien aussi. Et il y a un réel intérêt pour justement, côté opérateur, à monter ce type d'opération, parce qu'il y a une véritable débouchée commerciale. C'est vrai. Nous, on a lancé une commercialisation donc à Bayonne aussi. Alors, Bayonne est une ville que j'affectionne particulièrement, d'abord parce qu'il y a un très, très bon marché locatif, très bon. Et qu'on peut avoir des belles bâtisses aussi. Donc ça, c'est une opération qui est à Bayonne, qui est un Pinel optimisé au déficit foncier. Donc, on a accompagné le promoteur là-dedans. Le Pinel optimisé au déficit foncier, c'est un investissement, c'est une proposition d'investissement qui est très, très demandée, qui est plutôt rare, mais qui permet d'allier la réduction d'impôts et la déduction d'impôts et qui est très, 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 très efficace. La commercialisation que l'on a lancée là, c'est une commercialisation de 14 logements, donc on reste toujours dans notre cœur de métier qui sont la mini copro. Je voulais vous donner un exemple, alors même s'il y a eu des exemples chiffrés juste avant, pour un logement qui fait 367 000 € d'investissement, ça va être un bel investissement. Aujourd'hui, on a 303 000 € qui rentrent dans l'assiette de réduction Pinel avec 60 000 € de déficit foncier. Et c'est vrai que c'est d'une efficacité incroyable fiscalement. Voilà, c'est vraiment un investissement qui fonctionne très, très bien sur des investissements qui sont plutôt qualitatifs.
Et sur un produit immobilier qui est souvent sain et qui nous permet également d'appréhender le transformer. On va aller chercher une clinique, on peut transformer et optimiser au Pinel, optimiser au déficit foncier. Effectivement, effectivement. Je continue. Ouais. Du coup, juste un mot rapidement aussi sur la réduction de Normandie. On va pouvoir parler rapidement parce que le de Normandie, pareil, tout le monde a entendu parler, c'est ni plus ni moins qu'une émanation du Pinel. Du coup, à partage ces deux réductions d'impôts, beaucoup de points communs. On a les mêmes assiettes et plafonds, le même impact fiscal, on est sur le même délai d'achèvement des travaux et ainsi de suite. Mêmes conditions de mise en location et plafond de ressources. Donc, tout ça, c'est la même chose que le Pinel. En revanche, on a quand même quelques spécificités sur le Normandie. Évidemment, la première spécificité, c'est justement le zonage. Le Normandie, le but, c'est de sortir cette idée de zonage ABC, qui s'applique classiquement au Pinel, qui s'appliquait au Cellier et au Duflot aussi entre-temps, pour aller, justement, initialement, c'était la vocation des 222 villes, du plan Action Cœur de Ville, qui depuis, en fait, ont été élargies aux communes qui ont signé des opérations de revalorisation de leur territoire, les fameuses conventions ORT. Donc, un immeuble situé dans une ville, soit l'une des 222 villes du plan Action Cœur de Ville ou qui, depuis, a signé une convention ORT, potentiellement, c'est un immeuble qui est éligible au Normandie. On va pouvoir le monter en tant que tel. Ici, on devra réaliser des travaux de modernisation ou de transformation avec, on va dire, une contrainte, mais objectivement, qu'on n'est pas vraiment une, qui est que le coût des travaux doit correspondre à 25% du coût total de l'opération. Ce qui veut dire que si ça, 25% du montant acte en main, fini, ce qui veut dire qu'avant le coût des travaux, on doit avoir un montant de travaux qui représente un tiers du coût d'acquisition du foncier. Mais voilà, généralement, sur ce type d'opération, surtout si on est sur des immeubles collectifs, on va toucher aussi bien en partie privative qu'aux parties communes, on va repenser l'immeuble dans sa globalité, et c'est tout l'intérêt, justement, aussi dans une idée de transition écologique et ainsi de suite du bâti, c'est pas simplement de mettre un coup de peinture dans les parties privatives, c'est d'intervenir sur la globalité de l'immeuble pour avoir un produit qui soit qualitatif à la sortie. Oui, avec une meilleure isolation, avec, encore une fois, peut-être un autre système de chauffage pour améliorer l'habitat. Mais du coup, c'est tout l'enjeu aussi pour le Normandie, parce qu'ici, on sera sur d'autres critères aussi de performance énergétique, où on va devoir atteindre, quoi qu'il en soit, en première condition, un niveau de consommation conventionnel en énergie primaire qui soit inférieur à un certain seuil, et ensuite une sous-condition qui soit une diminution de 20 ou 30% si on est sur des logements individuels de la consommation post-travaux par rapport à la consommation avant travaux, soit ici de toucher au moins 2 des 5 catégories des travaux d'amélioration de la performance énergétique. On est comme sur le Pinel, si ce n'est qu'on a dissocié l'isolation de la toiture d'une part, l'isolation des murs sur l'extérieur d'autre part. Alors que dans le cas du Pinel, on considère les deux critères ensemble, et c'est pour ça qu'on est sur 4 catégories de travaux et pas 5. En tout cas, le de Normandie, voilà, on a un effet de zonage qui est peut-être un peu plus fin, mais qui va permettre de toucher des villes qui n'auraient pas pu être éligibles au Pinel. Donc ça, c'est important. Et point de vue travaux, on est sur la même logique de soit transformation, soit on va dire restauration complète, avec une petite contrainte de performance énergétique. Mais voilà, sur des dossiers, à partir du moment où on intervient sur la globalité d'un immeuble, on est tout à fait en mesure justement de satisfaire ces différents critères. Ça marche. Hop, c'est à moi. Alors moi, je voulais vous parler d'une opération que l'on a commercialisée en 2020, qui est une opération de Normandie qui se trouve à Pau. Alors, vous savez, encore une fois, sur ces 20 dernières années de commercialisation que j'ai, on a quand même eu commercialement des hauts et des bas avec les Robiens de la colère, enfin on les a tous connus. Donc quand la de Normandie est sortie et qu'on nous a dit ah mais c'est bon, on va pas ressortir des villes, les investisseurs ont dit oui mais bon ça va être compliqué. Et c'est vrai que j'ai choisi moi cette opération à Pau d'abord parce que Pau est une bonne ville, c'est une ville dynamique qui fonctionne très bien. Mais j'ai été très vigilante surtout sur le prix. Parce que quand la de Normandie est sortie, évidemment, tout un tas d'opérateurs m'ont dit ah ben c'est super, on va aller proposer des produits un peu partout, à Agen, enfin dans des endroits, dans des plus petites villes, mais à des prix terribles. où on me proposait des produits, alors on m'en a proposé aussi à Pau, à 4 000 € le mètre carré. Enfin, ce que je veux dire aux opérateurs,
et c'est ce que j'ai dit aux investisseurs et aux conseillers en gestion de patrimoine avec lesquels on travaille, c'est que oui, la de Normandie, oui, oui à l'extérieur des villes, mais il faut toujours choisir des villes dynamiques, toujours avec la même rigueur et surtout au bon prix. La de Normandie que l'on a commercialisée, alors vous voyez visuellement, c'est quand même pas la plus belle opération de la région. Esthétiquement, elle n'est pas incroyable, mais elle a été construite comme une petite opération étudiante. On est en face de l'université. C'était des logements T2 et c'était des logements T2. Alors, le T1, j'avais un T1 qui démarrait à 57 154 € et mon plus grand T2 qui faisait 45 mètres carrés est sorti à 134 500 €. Ce qui est, on était en moyenne à 2 600 € le mètre. Donc, pour moi, c'était une très belle opération parce que, pareil, le marché locatif de Pau est un très beau marché locatif. Et quand on achète un T2 à 100 000 € et qu'on peut le louer 450 €, on se retrouve avec de vraies belles rentabilités locatives. Et c'est vrai que quand, voilà, quand la de Normandie est sortie, je me suis dit, mais c'est fabuleux, on va pouvoir avoir des produits pour essayer de prendre quelque part de marché au SCPI, donc avec des produits plus bas en budget. Et c'est vrai que les investisseurs ont été là et ça a été une commercialisation qui a été une super belle commercialisation et nous livrons la semaine prochaine. Enfin, on fait les pré-livraisons, on va vérifier les pré-livraisons la semaine prochaine, mais on est déjà très heureux de ce que ça a donné. Et c'est vrai que la de Normandie, je trouve ça très efficace, mais il faut faire très attention à ce qu'on achète. Mais enfin, du coup, c'est pas confirmé ou à corriger, hein, mais du coup, c'est une impression que j'ai. Évidemment, il y a des très belles opérations, des véritables vitrines, et c'est des choses qui se vendent très bien par ailleurs. Mais parfois, on est surpris de voir des petites opérations qui, sans dire qu'elles ne payent pas forcément de mine comme ça au premier abord, mais voilà, c'est évidemment pas parmi les plus beaux immeubles qu'on peut voir. Néanmoins, l'emplacement est bon, où il y a un intérêt local qui fait que c'est pas un immeuble inintéressant, et avec quand même des travaux bien réalisés et des prix de sortie maîtrisés, c'est des opérations qui se commercialisent malgré tout assez rapidement et qui se déroulent très bien. C'est vrai, c'est vraiment, et moi je suis vraiment très heureuse c'est la seule opération qui est passée entre mes mains, que j'ai choisie en de Normandie, parce que vraiment, le message que je veux faire passer, c'est que quand on est un opérateur et qu'on veut faire une opération de promotion immobilière, même si on peut bénéficier pour les investisseurs d'un impact fiscal, d'une réduction d'impôts et le reste, il faut rester au prix du marché. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance, ça doit être humain, hein, on a plutôt tendance à vouloir augmenter les prix parce qu'on peut avoir une carotte fiscale. Moi, je ne suis pas trop d'accord, mais on peut arriver à faire de très belles opérations et sortir à des prix formidables et pouvoir faire plein de ventes et que les investisseurs soient heureux et qu'on soit dans un cercle hyper vertueux. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire, nous, de notre côté en termes de commercialisation. Hop, allez. Du coup, pour finir, un mot sur la réduction d'impôt Malraux. Ici, on est toujours sur une réduction d'impôt et on est encore une fois sur une problématique, des considérations, on va dire, de zonage. Le Malraux, pour toucher un mot rapidement, c'est donc une réduction d'impôt de 22 ou 30% des dépenses engagées. 100 000 € de travaux, vous pouvez récupérer, l'investisseur, etc., 22 000 € ou 30 000 € de réduction d'impôt directement. Donc, c'est très efficace à présenter commercialement, hein, et puis souvent on est sur des immeubles vraiment, des emplacements premium, encore de ville, avec généralement quand même des immeubles de caractère, donc des très bons supports, pas que, mais en tout cas souvent des très bons supports, et quand même un impact fiscal qui en fait compte, c'est si ce n'est la seule, ou en tout cas l'une des seules, réduction d'impôt qui n'est pas soumise au plafonnement global des niches fiscales. La seule limite, c'est qu'un investisseur a en fait un plafond de dépenses de 400 000 € sur 4 années glissantes. Donc, il se positionne aujourd'hui sur une opération Malraux, il paye 400 000 € de travaux, il va falloir qu'il attende 2022, 2023, 2024, 2025 pour réinvestir. D'accord. Pour refaire un investissement et régime Malraux. Mais 400 000 € de travaux, ça veut dire 120 000 € de réduction d'impôt. Donc, c'est quand même neutre.
plutôt performant. Donc ça, on va dire, c'est pour l'impact fiscal du Malraux. Maintenant, sur les conditions de location, très rapidement, on est encore une fois sur la location nue et ici sur un engagement de location de 9 ans. Pour mention, on peut être aussi bien sur des biens à usage d'habitation que aussi des locaux commerciaux en pied d'immeuble ou professionnels. Donc, on va dire ça ne se limite pas pour le coup uniquement à l'habitation. Par contre, en ce qui concerne le bien, on a deux principales problématiques. La première, pour entrer dans le Malraux, est que le bien doit être situé dans un site patrimonial remarquable. Les SPR, c'est assez récent, c'était la loi OTRE. En fait, ça a fusionné toutes les ZPPAUP, anciennement ZPPAU, avec les PSMV, les APAP, et ainsi de suite. Aujourd'hui, tout ça a été refondu, on parle de site patrimonial remarquable. Maintenant, une fois qu'on sait que la ville est dotée d'un site patrimonial remarquable et que l'immeuble est au sein du périmètre de site patrimonial remarquable, on va dire ça, c'est plus notre partie du boulot. Après, il faut bien déterminer, voilà, ce site patrimonial remarquable, sur quel document d'urbanisme il se fonde. En fonction de ça, on va en déduire, est-ce qu'il faut ou non que le projet de restauration soit déclaré d'utilité publique? Est-ce que c'est nécessaire ou pas pour entrer dans le Malraux? Et au-delà de ça, voilà, est-ce qu'on sera sur un taux de 30% ou de 2%? Donc là, c'est comme ça qu'on affine, on va dire, le projet et qu'on voilà, on sait si des opérations vont pouvoir rentrer dans telle ou telle case. Après, évidemment, tout le monde vise le Malraux à 30% parce qu'on va dire c'est plus optimisant. Mais il y a des opérations qui sortent avec des opérations Malraux avec des taux à 22% et qui se commercialisent plutôt bien aussi. Hein. À partir Bien voilà, sûr. de toute façon, Bien c'est sûr. une question de prix, cohérence de marché, et ainsi de suite. Mais en soi, ce n'est pas rédhibitoire d'être sur une opération Malraux éligible au taux, entre guillemets, seulement 22%. Comment on sait si c'est le site patrimonial remarquable? La mairie? Alors, il y a plusieurs façons de savoir. Après, le plus sûr, entre guillemets, c'est d'appeler le service urbanisme de la mairie. Et après, ça, on va dire, si vous êtes un peu plus aguerri sur ce type de procédure, c'est d'aller sur le recueil des actes administratifs, donc en préfecture, et bien vérifier les arrêtés qui ont été pris. D'accord. Voilà. Parce que parfois, on a des informations un peu contradictoires, voilà, des fonctionnaires de mairie qui ne sont pas forcément, on va dire, complètement au fait de la procédure. Ils savent vaguement qu'il y a un PCB qui est en cours d'adoption. Ils vont dire oui, il a été adopté. Et on va voir qu'en fait, compte, ce n'est pas le cas, qu'il a juste été mis à l'étude. Et vice-versa, dire non, il est encore à l'étude, alors que quand on va voir sur le recueil des actes administratifs, on voit qu'il a été adopté. Donc, mais ça, évidemment, pour les opérations qui passent entre nos mains, on se charge de ce travail de vérification. Maintenant, effectivement, si vous voulez une première approche un peu rapide, vous pouvez malgré tout prendre attache avec la mairie. Quand même, généralement, enfin 9 fois sur 10, ils sauront vous répondre correctement. Mais la fois sur 10 où ils vont répondre à côté, c'est quand même mieux de faire la vérification. Dommage. de vous passer sur un immeuble qui, en fait, n'est pas éligible, ou au contraire, de passer à côté de l'immeuble alors qu'il aurait pu être éligible. D'accord, ça marche. Okay. Donc, ça, c'est pour, on va dire, la contrainte zonage. Maintenant, au niveau des travaux, on a deux aspects principaux. Le premier qui est qu'on doit faire une restauration complète de l'immeuble. On ne peut pas faire l'économie de ne pas intervenir dans certaines parties de l'immeuble. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille obligatoirement tout casser et tout refaire. S'il y a des emplacements qui ne méritent pas d'être repris parce qu'ils sont déjà en bon état, alors il faudra s'en ménager la preuve. Mais en tout cas, sur le principe, il faut faire une restauration complète de l'immeuble. Et surtout, point de vue, en fait, compte, anticipation de la commercialisation et vis-à-vis des investisseurs, les dépenses éligibles sont seulement celles qui sont supportées à compter de l'année d'obtention du permis, plus 3 ans. Donc, dans ce type d'opération, il faut quand même aller assez vite, ou du moins bien anticiper le montage de l'opération, c'est-à-dire pas être uniquement sous compromis, puis on obtient le permis, puis on va chercher les financements, on perd encore 6 mois pour réitérer, seulement après on se pose la question de la commercialisation, parce qu'on passe au travers. D'accord. En tout cas, voilà, un taux de réduction d'impôt de 22 ou 30%, une contrainte, on va dire, de zonage de l'immeuble, la restauration complète qui doit être conforme par ailleurs justement aux documents d'urbanisme applicables et il faut que l'autorisation, donc le PCODP, vise ce document d'urbanisme. Bon, après tout ça, voilà, c'est des critères que nous, évidemment, on vérifie. Mais voilà. Pour le Malraux, ce qui peut paraître être une contrainte, hein, c'est le discours qu'on peut entendre parfois de la part des opérateurs, de dire « oulala, secteur sauvegardé, il y a un avis de l'ABF, ainsi de suite, c'est plus justement des contraintes qu'autre chose ». Mais il ne faut pas perdre de vue que voilà, il y a cette contrepartie fiscale qui est très efficace et qui a un argument commercial quand même très fort. Bien sûr. Commercialisation. Oh, mais bien sûr. Je vous laisse finir ça et après je bascule sur mon commerce. Sans problème.
Du coup, voilà un exemple chiffré, mais on va dire qui a uniquement le mérite d'exister. Vu qu'on est sur une réduction d'impôt, évidemment, dans l'exemple, le contribuable qui va engager 100 000 euros de dépenses Malraux, il va pouvoir économiser à chaque fois 100 000, enfin 30% par an, donc 300 000 euros, enfin 100 000 euros sur 3 ans, 300 000 euros, ça fait en tout 90 000 euros de réduction d'impôt. C'est très efficace. Oui. Alors, donc, la Malraux, c'est pareil, c'est une fiscalité, enfin, un investissement que j'apprécie particulièrement. Là encore, je suis toujours très, très vigilante sur ce que je choisis. J'ai quand même aussi besoin, encore une fois, qu'on soit au bon prix. Parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est sur de la Malraux qu'il faut que ce soit hors de prix. Donc, du coup, j'essaie d'être rigoureuse sur l'étude des opérations que je prends. On est d'accord que la de Normandie et la Malraux, ce sont des produits qui sont montés en vire. C'est possible. Hein, pas que. On peut faire autrement? On peut les faire en ASL aussi. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ah, bon, les miennes ont été en vire, c'est plutôt pratique. Une parenthèse, l'avantage de l'ASL, alors moi, c'est moins évident pour le Normandie, mais pour le Malraux, ça permet au fait pour l'investisseur d'avoir un peu sa défiscalisation à la carte. C'est-à-dire vu qu'il a 30% ou 22% de réduction d'impôt du montant payé, il va ajouter le montant de ses paiements. Ses besoins. Et il pourra choisir le montant chaque année. Alors, dans la limite des besoins de trésorerie de l'opération, parce qu'il ne faut pas faire de trous non plus. Mais il pourra choisir chaque année, d'une part, et d'autre part, ça peut permettre aussi justement sur ces problématiques d'obtention du PC plus 3 ans, de dire l'investisseur qui arrive la dernière année, s'il en vire, il doit payer au fur et à mesure de l'avancement. Donc, on va dire il n'a pas la main sur son calendrier. Alors que s'il est en ASL, il arrive la dernière année, il va pouvoir payer 100% et du coup bénéficier du Malraux intégralement, quand bien même les travaux ont un stade d'avancement qui soit différent. D'accord. Autre avantage de l'ASL par rapport à la VIR, c'est que la VIR va assujettir au droit d'enregistrement la globalité du prix d'acquisition de l'investisseur, le foncier plus les travaux. Donc les travaux vont être majorés des 7,5% de droit de mutation à titre onéreux avec la part du notaire. C'est sûr que les frais de notaire, on n'a pas ce surcoût de 7,5%. Oui, effectivement. Sur le programme que l'on a commercialisé, ça c'est une commercialisation de cette année, on l'a lancé en tout début d'année. C'est une opération de 10 logements qui est donc à Bayonne. Là, on est rue Panneau, donc on est dans le petit Bayonne, dans le vieux Bayonne, comme on dit. C'est une opération d'un nouvel opérateur, d'un opérateur qui est plutôt spécialisé dans le neuf et qui a monté sa filiale de réhabilitation, parce qu'on sait que c'est plutôt une bonne chose. La quote-part des travaux était 61,4. C'est une opération qui est partie très vite. Il doit rester 2 logements éligibles à l'ANA parce qu'on peut cumuler les aides pour des logements éligibles à l'ANA plus les réductions d'impôts Malraux. C'est une opération qui est partie très vite. Encore une fois, l'investissement Malraux, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont friands de ce genre d'acquisition. Donc, effectivement, quand on trouve une opération Malraux, qu'on arrive à la monter correctement et qu'on a un bilan qui tourne et qu'on est au bon prix, c'est une commercialisation qui se fait de façon douce, régulière et plutôt efficace. Très bien. Très bien. On va poursuivre effectivement avec les abattements et avec les conventionnements ANA. Ici, c'est l'impact de la loi COS. Donc, à partir du moment où on a un conventionnement ANA, on bénéficie d'un abattement sur les loyers, ce qu'on appelle la loi COS. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça intéresse effectivement l'investisseur. C'est un bonus dans le cadre de sa contrepartie de faire du conventionnement ANA, du loyer social ou très social. L'avantage pour vous, promoteurs de la loi COS, c'est que le conventionnement ANA, via la loi COS, est une réponse à votre besoin de logements sociaux. Dans certaines municipalités, vous allez vous heurter effectivement à la carence des logements sociaux. Le quota des 25% n'a pas été atteint et on va vous demander, dans une réhabilitation d'un immeuble un peu important, de faire du logement social. Et mixer dans nos opérations d'anciens l'intervention d'un bailleur social est souvent compliqué, alors que l'outil qui permet, outre aux contribuables d'avoir un impact fiscal, qui est la loi COS, va vous permettre à vous également de répondre à ce besoin de logements sociaux.
On a publié un bulletin qui est sur le site du cabinet et je vous invite effectivement à nous contacter pour de plus amples informations parce que c'est quand même un outil qui est performant et qui est souvent très méconnu des municipalités qui d'office ne vous le proposeront jamais, par méconnaissance, tout simplement. Donc, on a fini notre présentation. 2 mots sur la mission du cabinet. Donc, notre mission à nous qu'on va apporter à vos investisseurs, qui seront nos clients, c'est la garantie que l'économie d'impôt sera bien en résultat. Et on a vu que l'effet de levier fiscal pèse en plus d'un tiers de nos opérations immobilières. On va également apporter la garantie sur le taux de TVA qui est applicable à l'opération. On est bien en TVA à taux réduit à 10%, voire en TVA à taux réduit à 5,5% pour les performances énergétiques. Voilà. Donc, nous, on a une mission d'accompagnement dans la mise en place du projet et bien entendu une mission de garantie fiscale, d'assistance fiscale des investisseurs tout au long de l'opération. Souvent, on initie des opérations et on les clôture 10 ans après parce qu'il y a toute une série de sujets avec l'administration fiscale. Mais aujourd'hui, ces demandes d'information, cette procédure fiscale, c'est traité avec succès par le cabinet. 30 000 contribuables nous ont fait confiance depuis ces 20 dernières années et à ce jour, nul n'a été redressé. Voilà. Hop. Alors, il n'y avait pas de questions qui nous sont venues, elles viendront certainement plus tard. Donc, je voulais, Olivier, Cédric, je voulais vous remercier de la qualité de nos échanges parce que j'ai trouvé ça très enrichissant de mon côté et c'était très plaisant de faire ce webinaire avec vous. Plaisir partagé. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. À très bientôt. Merci, au revoir.